Chapitre 3. La couronne au coq. Il est un jeu qu'on pratique chez les montagnards, difficile à apprendre et difficile à maîtriser. C'est une combinaison de cartes et de runes. Il y a 17 cartes, ordinairement de la taille d'une main et faites de bois au teint clair. Sur chacune figure un emblème de la tradition montagnarde, comme le vieux tisserand ou celle qui piste. Ces images, très stylisées, sont généralement peintes sur des contours préalablement brûlés. Les 31 runes sont gravées sur des pierres grises, particulières aux montagnes. Et on y trouve incisés les symboles de la pierre, de l'eau, de la pâture, etc. Les cartes et les runes sont toutes distribuées aux joueurs, d'habitude au nombre de 3, et elles ont, par tradition, des valeurs différentes suivant leur combinaison. C'est, dit-on, un jeu très ancien. Nous regagnâmes la tente en silence. Ce que Caudron m'avait dit était si énorme que je ne voyais rien à répondre. Les centaines de questions qui me venaient à l'esprit auraient paru ridicules. Elle détenait les réponses et choisirait le moment de me les révéler. Je le savais à présent. Œil de nuit me rejoignit rapidement et sans bruit. Il se colla à mes talons. Elle a tué dans sa meute? Apparemment. Ça arrive. Ce n'est pas bon, mais ça arrive. Transmets-le lui. Pas maintenant. Personne ne dit grand-chose quand nous parvâmes à la tente. Nul n'avait envie de savoir. Je déclarai donc à mi-voix: nous avons tué les gardes, chassé les chevaux et jeté les provisions par-dessus la falaise. Astérie nous dévisagea d'un air d'incompréhension, ses yeux noirs écarquillés comme ceux d'un oiseau. Étricane versa de la tisane, puis ajouta les vivres que nous avions rapportés aux nôtres qui s'amenuisaient. Le fou va un peu mieux, fit-elle pour alimenter la conversation. Je le regardais, endormi sous ses couvertures, et je ne pus m'empêcher d'en douter. Il avait les yeux creux, la transpiration avait plaqué ses cheveux fins sur son crâne, et son sommeil agité les avait dressés en épi. Néanmoins, quand je posais la main sur son visage, je le trouvais frais. Je ramenai la couverture sur lui. A-t-il mangé quelque chose? Demandai-je à Ketriken. Il a bu un peu de soupe. Je crois qu'il va s'en tirer, Fitz. Je l'ai déjà vu malade à Lac-Bleu, pendant 1 jour ou 2. C'étaient les mêmes symptômes, fièvre et faiblesse. Il m'a dit alors que ce n'était peut-être pas une maladie, mais une mutation que subissait son espèce. Il m'a tenu à peu près les mêmes propos hier, dis-je. Elle me donna un bol de soupe chaude. Un instant, j'en trouvai l'odeur agréable. Puis, elle eut soudain les relents de celle que les gardes affolés avaient répandue sur la route enneigée. Je serrai les dents. Avez-vous pu voir les membres du clan, hier? Me demanda Ketriken. Je fis non de la tête, puis me contraignis à parler tout haut. Non. Mais il y avait un grand cheval, et les vêtements que contenaient ces fontes auraient convenu à Ronce. Dans d'autres, j'ai trouvé des habits bleus, tels que les apprécie Carode, et des vêtements austères, pour Guillot. J'eus du mal à prononcer leurs noms, comme si, d'une certaine façon, je redoutais d'évoquer ceux qui les portaient. Mais j'évoquais aussi ceux que j'avais condamnés à mort. Doués de l'art ou non, les montagnes les tueraient. Pourtant, je ne tirais aucune fierté de mon geste, et je ne serais convaincu de sa réussite qu'une fois que j'aurais vu leurs ossements. Tout ce que je savais pour le moment était qu'ils avaient peu de chance de m'attaquer cette nuit. Un instant, je les imaginais revenant au pilier, en s'attendant à trouver nourriture, feu et abri, et ne découvrant que froid et obscurité. Ils ne verraient pas le sang sur la neige. La soupe se refroidissait. Je me forçais à la manger par bouchées que j'avalais sans chercher à les goûter. Suif jouait du siffle-sous. Je le revis soudain, assis sur les marches de l'office, en train de divertir quelques filles de cuisine. Et je fermais les yeux en souhaitant vainement me souvenir de quelque chose de mauvais chez lui. Son seul crime, je le craignais, avait été de s'être trompé de maître. Fitz! Caudron me donna un coup de coude dans les côtes. Je ne divaquais pas, protestai-je. Eh bien, vous n'auriez pas tardé.
La peur a été votre allié aujourd'hui, en vous maintenant concentré. Mais vous devrez dormir cette nuit. Et alors, il faudra bien garder votre esprit. Quand ils arriveront au pilier, ils reconnaîtront votre ouvrage. Ils se mettront à votre poursuite. Vous croyez pas? J'en étais persuadé. Mais il était inquiétant de l'entendre dire plus tout haut. J'aurais aimé que Ketriken et Astérie ne soient pas témoins de notre conversation. Eh bien, faisons une petite partie de notre jeu, voulez-vous me dit Caudron d'un ton enjôleur. Nous jouâmes 4 fois, suivant diverses règles, et je gagnai à 2 reprises. Puis, elle disposa des pions presque tout blancs sur le damier et me fournit un caillou noir, grâce auquel je devais emporter la partie. Je m'efforçais de me concentrer, car cela m'avait souvent réussi par le passé. Mais j'étais épuisé. Je me surpris à me rappeler que j'avais quitté Castelcerre depuis plus d'1 an sous la forme d'un cadavre. Plus d'1 an que je n'avais pas dormi dans un lit à moi. Plus d'1 an que je n'avais pris de repas régulièrement. Plus d'1 an que je n'avais pas tenu Molly dans mes bras. Plus d'1 an qu'elle m'avait demandé de ne plus la revoir. Fitz, cessez. Je quittai des yeux la grille de jeu pour trouver Caudron, qui m'examinait attentivement. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous devez être fort. Je suis trop fatigué pour être fort. Vos ennemis ont fait preuve de négligence aujourd'hui. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous les découvriez. Ils ne commettront plus la même erreur. Non. Ils mourront, j'espère, répondis-je avec un entrain que j'étais loin de ressentir. Ce ne sera pas si facile, répliqua Caudron, sans savoir à quel point ses paroles me glaçaient. Vous avez dit qu'il faisait tiède dans la cité. Une fois qu'ils s'apercevront que leurs victuailles ont disparu, ils y retourneront. Ils y trouveront de l'eau, et ils ont sans doute emporté des vivres pour la journée. Je ne pense pas que nous puissions les négliger. Et vous? Non, sans doute. Œil de nuit, couché à mes côtés, se redressa près de moi avec un gémissement inquiet. J'étouffai mon accablement, puis calmai le loup d'une caresse. J'aimerais simplement, fis-je à mi-voix, dormir un moment. C'est tout. Seul dans mon esprit, à rêver mes propres rêves, sans craindre d'aller je ne sais où, ni de subir une attaque, sans crainte de succomber à ma soif de l'art. Dormir, tout simplement. Je m'étais adressé à Caudron sans détour, en sachant à présent qu'elle comprenait ce que je voulais dire. Cela, je ne puis vous le donner, répondit-elle calmement. Je ne puis que vous fournir le jeu. Faites-lui confiance. Des générations d'artiseurs s'en sont servis pour maintenir ce genre de péril en respect. Et je me penchai donc à nouveau sur la grille pour fixer le jeu dans mon esprit. Et, quand je m'allongeai auprès du fou, je l'avais encore devant les yeux. Cette nuit-là, je flottais, à l'instar d'un oiseau à nectar, quelque part entre le sommeil et l'état de veille. Je parvins à atteindre un lieu en lisière du sommeil et à m'y maintenir en réfléchissant au jeu de Caudron. À plusieurs reprises, je repris conscience de la lueur du brasero et des silhouettes vagues qui m'entouraient. Plus d'une fois, je touchai la joue du fou. Sa peau paraissait de plus en plus fraîche et son sommeil plus profond. Ketriken, Astérie et Caudron assurèrent tour à tour la veille cette nuit-là, et j'observai que le loup partageait celle de la reine. Il ne me faisait pas encore assez confiance pour me donner un tour de garde à moi tout seul, et je m'en sentis égoïstement soulagé. Juste avant l'aube, je m'éveillai encore une fois. Tout était calme. Je vérifiai la température du fou, puis me rallongeai et fermai les yeux dans l'espoir de grappiller encore quelques moments de repos. Mais je vis alors avec d'horribles détails un œil gigantesque, comme si Chlore les miens l'avait ouvert. Je fis tout mon possible pour ouvrir mes paupières. Je me tendis avec acharnement vers l'éveil, mais en vain. Une terrifiante attraction s'exerçait sur mon esprit, tel un courant de fond sur un nageur. J'y résistais de toute ma volonté. L'éveil était juste à ma portée, telle une bulle dans laquelle je pourrais me réfugier si je parvenais à la toucher. Mais cela m'était impossible. Je luttais, mes traits se tordaient sous l'effort que je faisais pour ouvrir mes paupières indociles. L'œil m'observait, noir et immense. Ce n'était pas l'œil de Guillot, mais de Royal.
Il me regardait, et il se délectait de mes affres, je le savais. Me tenir cloué ainsi, comme une mouche sous un bol en verre, ne semblait lui donner aucun mal, et, malgré mon affolement, je compris que, s'il avait pu faire plus, il ne s'en serait pas privé. Il avait franchi mes remparts, mais il n'avait pas le pouvoir d'aller au-delà des simples menaces. Néanmoins, c'était assez pour me glacer le sort. Bâtard, dit-il d'un ton affectueux. Le terme s'est répandu sur mon esprit comme une vague glacée, la menace qu'il recélait m'envahit. Bâtard, je suis au courant de l'existence de l'enfant et de ta catin. Au lit, à bon chat, bon rat, bâtard. Il s'interrompit et son amusement grandit à la mesure de ma terreur. À propos, comment est son chat, bâtard? La trouverais-je divertissante? Non! Je m'arrachai à lui et perçus un instant la présence de Carode, de Ronce et de Guillot. Je m'échappais. Je me réveillai soudain sorti à quatre pattes de mes couvertures et me ruai hors de la yaourt, sans bottes ni manteau. Œil de nuit me suivit en grondant dans toutes les directions. Le ciel était noir et constellé, l'air glacé. J'en aspirais plusieurs goulées tremblantes en m'efforçant de calmer la peur qui me nouait l'estomac. Que se passe-t-il? Fit Astérie d'une voix inquiète. Elle était de garde devant la tente. Je me contentais de secouer la tête, incapable d'exprimer l'horreur de ce que je venais de vivre. Je laissai passer un moment, puis rentrai dans la tente. J'étais couvert de sueur, comme si j'avais avalé du poison. Je m'assis au milieu de mes couvertures en désordre, sans pouvoir m'empêcher de halter. Plus je cherchais à calmer mon affolement, plus il prenait de l'ampleur. Je suis au courant de l'existence de l'enfant et de ta catin. Ces mots se répétaient sans cesse en moi. Caudron s'agita, puis se leva et vint s'asseoir près de moi. Elle posa les mains sur mes épaules. Ils se sont infiltrés en vous, c'est ça? Je hochai la tête en essayant d'avaler malgré ma gorge sèche. Elle prit une outre d'eau et me la tendit. J'en bus une gorgée, faillis m'étouffer, puis réussis à boire encore. Pensez au jeu, me dit-elle d'un ton pressant. Débarrassez votre esprit de tout ce qui n'est pas le jeu. Le jeu! M'exclamai-je violemment, ce qui réveilla le fou et Kétriken en sursaut. Le jeu! Royal est au courant de l'existence de Molly et d'Orty. Il les menace, et je suis impuissant à les protéger. Je ne peux rien faire. Je sentis l'affolement me gagner à nouveau, comme une fureur sans objet. Le loup gémit, puis émit un grondement. Ne pouvez-vous pas les artiser? Les prévenir, je ne sais pas, demanda Kétriken. Non! Fit Caudron. Il ne doit même pas penser à elle. Kétriken m'adressa un regard où se mêlaient l'excuse et la certitude de son bon droit. Je crains qu'Imbre et moi n'ayons eu raison. La princesse sera plus en sécurité dans le royaume des montagnes. N'oubliez pas qu'il avait pour mission d'aller la chercher. Reprenez courage. Peut-être Orty est-elle déjà avec lui, en route pour un endroit sûr, hors d'atteinte de Royal. Caudron attira mon regard. Fitz, concentrez-vous sur le jeu, rien que sur le jeu. Les menaces de Royal pouvaient n'être qu'une ruse destinée à trahir celle que vous aimez. Ne parlez pas d'elle, ne pensez pas à elle. Tenez, regardez. De ses vieilles mains tremblantes, elle écarta mes couvertures et déplia le tissu. Elle laissa tomber des pierres dans sa main et en choisit des blanches pour recréer le problème. Résolvez ceci, concentrez-vous dessus et uniquement sur cela. C'était presque impossible. En regardant ces pierres blanches, je me dis que c'était une tâche stupide. Quel joueur pouvait être à la fois aussi maladroit et myope pour laisser un jeu se dégrader en un amas de pierres blanches? Résoudre ce problème n'avait aucun intérêt. Pourtant, je fus incapable de me coucher pour dormir. J'osais à peine cligner des paupières de peur de revoir cet œil. Si j'avais vu Royal tout entier, ou ses deux yeux, cela aurait peut-être été moins affreux. Mais cet œil désincarné paraissait tout voir, éternel, inéluctable. Je contemplais les pions jusqu'au moment où ils parurent flotter au-dessus des jonctions des lignes. Une seule pierre noire pour trouver un ordre gagnant dans ce méli-mélo. Une seule pierre noire.
Je la tenais au creux de la main et la frottais du pouce. Toute la journée suivante, tandis que nous descendions la route le long de la montagne, le caillou ne quitta pas ma main. Du bras, je soutenais le fou accroché à mon cou. Je m'efforçais de me concentrer sur ces deux seuls faits. Mon compagnon paraissait aller mieux. Il n'avait plus de fièvre, bien qu'il fût incapable d'ingérer nourriture solide, ni même tisane. Caudron l'obligea à boire de l'eau, mais il finit par s'asseoir et à refuser sans un mot. Apparemment, il avait aussi peu envie de parler que moi. Astérie et Caudron, armés de son bâton, menaient notre petite procession. Le fou et moi suivions légers pas, et Kétriken, l'arc tendu, surveillait notre arrière-garde. Le loup, lui, allait et venait sans cesse le long de notre colonne, parfois loin en avant, parfois le long de la piste que nous laissions. Œil de Nuit et moi en étions revenus à une sorte de lien muet. Il comprenait que je ne souhaitais pas penser, et il faisait de son mieux pour ne pas me distraire. En revanche, il était toujours effrayant de le sentir tenter d'user du vif pour communiquer avec Kétriken. « Je n'ai vu personne derrière nous, » lui disait-il en passant auprès d'elle lors d'un de ses déplacements incessants. Puis, il partait en éclaireur loin devant les Gepas et Astérie. Enfin, il revenait auprès de la reine et l'assurait sans s'arrêter que la route était libre devant nous. Je m'efforçais de me persuader qu'elle faisait simplement confiance au loup pour m'avertir en cas de danger. Mais je soupçonnais qu'elle s'accordait de plus en plus à son vif. La route était désormais en pente très raide, et, à mesure que nous descendions, le paysage changeait. En fin d'après-midi, la pique au-dessus de notre piste devint moins abrupte. Des arbres tordus et des rochers moussus commencèrent à poindre de part et d'autre. La neige fondit peu à peu, et il n'en demeura que des plaques sur le versant, tandis que la route devenait noire et sèche. Des touffes d'herbe jaune commençaient à verdir du pied, à la base du remblai de la piste. Les gepas affamés se montraient de plus en plus rétifs, et je faisais de vagues efforts de vif pour leur faire comprendre que de meilleurs pâturages les attendaient plus loin. Mais je n'étais sans doute pas assez familier avec eux pour leur imposer une impression durable. Je tâchais de limiter mes pensées au fait qu'il y aurait davantage de bois pour le feu du soir et au soulagement que la pente de la route nous ramena vers des régions plus clémentes. Une fois le fou indiqua une plante basse au bouton blanc. « Ce doit être le printemps à Castelserre, en ce moment, dit-il à mi-voix. Puis, plus rapidement. « Pardon, ne fais pas attention à moi, je regrette. »« Tu te sens mieux ?» lui demandai-je en chassant résolument toute idée de fleurs printanières, d'abeilles et de bougies au parfum de Molly. Un peu. Il avait la voix tremblante et prit une brusque inspiration. Je voudrais bien pouvoir marcher moins vite. Nous allons bientôt bivouaquer, lui répondis-je, car je savais que nous ne pouvions ralentir l'allure. Un sentiment d'urgence me poussait toujours en avant et je pensais qu'il venait de vérité. Ce nom-là aussi, je le repoussais dans mon esprit. Alors que je suivais la vaste route en plein jour, je craignais que le regard de Royal ne fût qu'à un clin d'œil de moi, et que, s'il s'ouvrait, il me tînt à nouveau sous son emprise. L'espace d'un instant, j'espérais que Carotte, Guillot et Ronce souffraient eux aussi de la faim et du froid. Puis, je me rendis compte qu'il n'était pas non plus sans risque de songer à eux. Ainsi, tu as déjà été malade ? Dis-je au fou, surtout pour penser à autre chose. Oui, à Lac-Bleu. Madame la reine a dépensé l'argent réservé aux vivres pour louer une chambre afin de me protéger de la pluie. Il me dévisagea soudain. Crois-tu que ça aurait pu en être la cause ? La cause de quoi ? De la mort de son enfant. Il s'interrompit. J'essayai de trouver quoi répondre. Je ne pense pas qu'il y ait eu de rapport, fou. Elle a simplement subi trop d'aléas pendant qu'elle portait l'enfant. Ulrich aurait dû l'accompagner et me laisser sur place. Il aurait mieux su s'occuper d'elle. Je ne réfléchissais pas clairement à l'époque. Alors moi, je serais mort, observai-je, et d'autres malheurs seraient arrivés. Fou,
Il ne sert à rien de jouer à ce petit jeu avec le passé. Nous en sommes là aujourd'hui, et nous ne pouvons agir qu'à partir du moment présent. À cet instant, je perçus la solution au problème de Caudron. Elle était tellement évidente que je m'étonnais de ne pas en avoir été frappé aussitôt. Et puis je compris. Chaque fois que j'étudiais la grille, je me demandais comment les pierres blanches en étaient arrivées à une disposition aussi chaotique. Je ne voyais que les déplacements illogiques qui avaient précédé les miens. Mais ces mouvements n'avaient plus d'importance une fois que je tenais la pierre noire. Un demi-sourire me tordit les lèvres, et mon pouce frotta le caillou noir. Là où nous en sommes aujourd'hui, dit le fou, et je sentis que son humeur était proche de la mienne. D'après Ketriken, il se pourrait que tu ne sois pas vraiment malade, que ce dont tu souffres soit particulier à ta nature. Le simple fait d'effleurer ce sujet me mettait mal à l'aise. C'est bien possible. Tiens, regarde. Il retira une de ses moufles et se griffa la joue. Des traces blanchâtres apparurent là où étaient passés les ongles. Il les frotta, et la peau s'en alla en poudre sous sa paume. Le dos de sa main se descamait, comme après des cloques. On dirait de la peau qui part après un coup de soleil, dis-je. Penses-tu que ce soit dû au temps que nous avons subi? Ça aussi, c'est possible. Sauf que si ça se passe comme la dernière fois, chaque partie de mon corps va peler et me démanger. Et j'y gagnerai un peu plus de couleur. Mes yeux sont-ils en train de changer? Pour ne pas le désobliger, je soutins son regard. J'avais beau bien le connaître, ce n'était pas facile. Ses globes oculaires si pâles, s'étaient-ils assombris? Ils sont peut-être un peu plus foncés, comme de la bière brune à la lumière. Que va-t-il t'arriver? Vas-tu encore avoir de la fièvre et changer de couleur? Il resta un moment, sans mot dire. Puis, peut-être, je n'en sais rien. Comment tu n'en sais rien? Fis-je avec un brin d'agacement. Comment étaient les gens de ta famille? Pareil à toi, jeune crétin, humain. Quelque part dans mon ascendance, il y a eu un blanc, et en moi, ce sang ancien ressurgit, ce qui se produit rarement. Mais je ne suis pas plus blanc qu'humain. Croyais-tu que j'étais courant chez mon peuple? Je te l'ai dit, je suis une anomalie, même parmi ceux qui partagent mon lignage mêlé. Imaginais-tu que plusieurs prophètes blancs naissaient à chaque génération? On ne nous aurait pas pris très au sérieux dans ce cas. Non. Pour le temps de ma vie, je reste l'unique prophète blanc. Mais tes professeurs, avec toutes les archives qu'ils possèdent, selon toi, n'auraient-ils pu te prévenir de ce qui allait advenir? Il sourit, mais il y avait de l'amertume dans sa voix. Justement, mes professeurs étaient trop certains de savoir ce qui allait advenir. Ils ont décidé de régler mon enseignement à leur façon, de me révéler ce qu'ils pensaient quand ils m'y jugeraient prêt. Or, quand mes prophéties se sont avérées différentes de ce qu'ils avaient prévu, cela ne leur a pas plu. Ils ont cherché à interpréter mes propres paroles. Il avait existé d'autres prophètes blancs, mais lorsque j'ai voulu leur faire comprendre que j'étais celui de cette génération, ils n'ont pas pu l'accepter. Ils m'ont montré des tonnes de documents pour tenter de me convaincre de mon impudence. Mais moi, plus je lisais, plus ma certitude grandissait. J'ai essayé de leur dire que mon époque était presque arrivée, et tout ce qu'ils ont pu me recommander a été d'attendre et d'étudier encore pour m'en assurer. Nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleurs termes. J'imagine leur effarement en me voyant partir si jeune, alors même que je l'avais prophétisé depuis des années. Il eut un curieux sourire d'excuse. Peut-être que si j'avais achevé mon instruction, nous saurions mieux comment nous y prendre pour sauver le monde. Je me sentis tout d'un coup comme un creux dans l'estomac. Lui, au moins, savait ce que nous faisions. Que sais-tu réellement de l'avenir? Il prit une profonde inspiration, puis la relâcha lentement. Seulement que nous le construisons ensemble, fit Tsuné. Seulement que nous le construisons ensemble. Mais je croyais que tu avais étudié toutes ces archives et toutes ces prophéties. Je l'ai fait. Et quand j'étais plus jeune, j'ai fait bien des rêves, et j'ai même eu des visions.
Mais je te l'ai déjà dit, rien n'est précis. Écoute, Fitz. Si je te montrais de la laine, un métier à tisser et des ciseaux à tondre, me dirais-tu: Ah, mais oui, c'est le manteau que je porterai un jour. Pourtant, une fois le manteau sur le dos, il te serait facile de déclarer: Bien sûr, tous ces objets prédisaient le manteau à venir. Mais alors, à quoi bon? Demandai-je désespéré. À quoi bon? Répéta-t-il. Ah! Je n'y avais jamais vraiment réfléchi dans ces termes. À quoi bon? Nous cheminâmes un moment en silence. Je voyais bien l'effort qu'il lui en coûtait de rester à ma hauteur, et je regrettais que nous n'eussions pas pu faire franchir la zone d'éboulis à l'un des chevaux. Sais-tu déchiffrer les signes du temps, Fitz? Ou les traces des animaux? Pour le temps, certains, oui, mais je suis plus doué pour les animaux. Mais, dans l'un ou l'autre art, es-tu toujours sûr de toi? Jamais. On n'est certain de rien tant que l'aube ne s'est pas levée, qu'on n'a pas acculé la bête. Eh bien, c'est ainsi quand je lis l'avenir. Je ne suis jamais certain. Oh, par pitié, arrêtons-nous un instant. Il faut que je reprenne mon souffle et que je boive une gorgée d'eau. J'obéis à contre-cœur. Il y avait un rocher moussu sur le bord de la route, et il s'y assit. Non loin de là poussaient des conifères d'une essence que je ne connaissais pas, et je les observai un moment. Puis j'allai m'asseoir auprès du fou et notai aussitôt une nette différence. L'influence de la route était aussi subtile que le bourdonnement des abeilles, mais quand elle cessa brusquement, cela me fut parfaitement perceptible. Je bâillais pour me déboucher les oreilles et me trouvai soudain l'esprit plus clair. Il y a des années, j'ai eu une vision, dit le fou. Il but encore un peu d'eau, puis me passa l'outre. J'ai vu un cerf noir qui émergeait d'un gisement de pierre noire et brillante. Quand j'ai vu pour la première fois les murailles sombres de Castelcerre qui s'élevaient au-dessus des eaux, je songeais. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Et aujourd'hui, je vois un jeune bâtard dont l'emblème est un cerf et qui avance sur une route de pierre noire. C'est peut-être ce que signifiait le songe. Je l'ignore. Mais mon rêve a été dûment archivé, et un jour, dans les années à venir, des sages se mettront d'accord sur son sens, sans doute longtemps après notre mort à tous les deux. Je lui posai alors une question qui me tracassait depuis longtemps. D'après Caudron, il existe une prophétie à propos de mon enfant, l'enfant du catalyseur. En effet, confirma le fou d'un ton calme. Alors tu penses que Molly et moi sommes condamnés à perdre Horty au profit du trône des Siduchés? Horty. J'aime bien ce nom, tu sais. Beaucoup. Tu n'as pas répondu à ma question, fou. Repose-la moi dans 20 ans. Ces choses sont beaucoup plus faciles à comprendre avec du recul. Le regard oblique qu'il me lança me fit comprendre qu'il n'en dirait pas plus sur le sujet. J'essayai une nouvelle piste. Tu as donc fait tout ce chemin pour éviter que les Siduchés ne tombent aux mains des pirates rouges? Il m'adressa un regard curieux, puis se mit à sourire de toutes ses dents d'un air presque stupéfait. C'est l'idée que tu t'en fais? Que nous nous acharnons à simplement sauver les Siduchés? J'acquiesçai et il secoua la tête. Fitz, je suis ici pour sauver le monde. La prise des Siduchés par les pirates rouges ne serait que la première pierre qui déclenche l'avalanche. Encore une fois, il inspira profondément. Je sais que les massacres des pirates rouges te semblent une catastrophe, mais les malheurs qu'ils infligent aux tiens ne sont pas davantage qu'un bouton sur les fesses du monde. Si ce n'était que ça, si ce n'était qu'une bande de barbares qui s'emparent de la terre d'autrui, il ne s'agirait que de la mécanique ordinaire de l'existence. Non, non, ils constituent la première tache de poison qui se dissémine dans une rivière. Fitz, oserais-je te le révéler? Si nous échouons, la dissémination s'accélérera. La forgisation est en train de devenir une coutume, que dis-je, un amusement pour les puissants.
regarde royal et sa justice du roi. Il y a déjà succombé. Il fait plaisir à son corps à l'aide de drogue et s'insensibilise l'âme à coups de divertissements brutaux. Oui, et il propage la maladie à ceux qui l'entourent et qui finissent par ne plus tirer de satisfaction que de compétition où le sang coule, jusqu'au moment où les distractions n'offrent plus d'intérêt que si des existences sont en jeu. La vie elle-même est avilie. L'esclavage se répand car, s'il est acceptable de tuer un homme pour le plaisir, n'est-il pas encore plus judicieux de le monnayer? Il s'était exprimé avec une force et une passion croissantes. Soudain, il reprit son souffle et se pencha en avant. Je posai la main sur son épaule, mais il se contenta de secouer la tête. Au bout d'un moment, il se redressa. En vérité, je te le dis, parler avec toi est plus fatigant que marcher. Crois-moi sur parole, Fitz. Les pirates rouges constituent un danger grave, mais ce sont encore des amateurs, des bricoleurs. J'ai eu des visions du cycle où ils vont prospérer et je souhaite ne jamais le connaître. Il se remit debout avec un soupir et me tendit le bras. Je le pris au creux du mien et nous poursuivîmes notre cheminement. Il m'avait donné ample matière à réflexion et je gardais le silence la plupart du temps. Je profitais de ce que le terrain s'adoucissait pour marcher à l'écart de la route, mais le fou ne se plaignit pas d'avoir à progresser sur un sol plus accidenté. Comme nous nous enfoncions toujours davantage dans la vallée, l'air se réchauffait et les arbres étaient plus feuillus. Le soir venu, nous arrivâmes dans une région au relief si doux que nous pûmes planter la tente à bonne distance de la route. Avant l'heure du coucher, je montrai à Caudron la solution à son problème, et elle hocha la tête d'un air apparemment satisfait. Puis, elle entreprit aussitôt de disposer les cailloux pour une nouvelle énigme. Je l'arrêtai d'un geste. Je ne crois pas que j'en aurai besoin cette nuit. Je n'ai qu'une envie, dormir. Ah oui! Alors vous devriez n'avoir qu'une envie, ne plus jamais vous réveiller. J'en restai pantois. Elle se remit à préparer le jeu. Vous êtes seul contre 3, qui forment un clan, fit-elle d'un ton radouci. Et il est possible qu'ils soient 4 en réalité. Si les frères de Royal savaient artiser, il est très probable qu'il y a lui-même une certaine aptitude. Avec l'aide des autres, il pourrait apprendre à leur prêter son énergie. Elle se pencha vers moi et baissa le ton, bien que nos compagnons fussent occupés aux corvées du camp. Vous n'ignorez pas qu'on peut tuer avec l'art. Souhaiterait-il vous infliger un sort plus doux? Mais si je dors à l'écart de la route, elle m'interrompit. Le pouvoir de la route est semblable au vent qui souffle sur tout sans discernement. En revanche, les désirs mauvais d'un clan sont pareils à une flèche dont vous êtes la seule cible. Par ailleurs, vous ne pouvez pas dormir sans vous inquiéter de la femme et de l'enfant. Or, chaque fois que vous pensez à eux, il y a une possibilité que le clan les voie par vos yeux. Vous devez vous emplir l'esprit d'autre chose. Je me penchai sur le tissu de jeu. Quand je me réveillai le lendemain, des gouttes crépitaient sur les pots de la tente. Je restai allongé à les écouter, soulagé qu'il ne neige plus, mais tourmenté à l'idée de passer une journée sous la pluie. Avec une acuité que je ne possédais plus depuis des jours, je sentis les autres s'éveiller à leur tour. J'avais presque l'impression de m'être reposé. À l'autre bout de la yourte, Astérie observa d'une voix ensommeillée. La route nous a menés de l'hiver au printemps, hier. À côté de moi, le fou s'agita, se gratta, puis marmonna. C'est bien les ménestrels, ça. Il faut toujours qu'ils exagèrent tout. Vous allez mieux, je vois, répliqua Astérie. Œil de nuit passa la tête par l'entrée de la tente. Un lapin dégoûtant de sang entre les crocs. La chasse aussi est meilleure. Le fou s'assit au milieu de ses couvertures. Il propose de partager ça avec nous? Ma proie est ta proie, petit frère. J'eus un passement au cœur en l'entendant appeler le fou frère. D'autant que tu en as déjà mangé 2 ce matin, lui lançai-je d'un ton ironique. Personne ne t'obligeait à rester au lit toute la nuit.
Je me tus un instant. Je n'ai pas été un très bon compagnon pour toi ces derniers jours, fis-je d'un ton d'excuse. Je comprends. Nous ne sommes plus seuls tous les deux. Maintenant, nous sommes une meute. Tu as raison, répondis-je avec humilité. Mais ce soir, je compte bien chasser avec toi. Le sans-odeur peut nous accompagner s'il en a envie. Il ferait un bon chasseur s'il essayait. Son odeur ne le trahirait jamais. Je transmis le message au fou. Non seulement il t'offre de partager sa viande, mais il t'invite à chasser avec nous ce soir. Je m'attendais que le fou refuse la proposition. Même à Castelserre, il n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la chasse. Pourtant, il inclina gravement la tête à l'adresse d'Œil de Nuit et dit « J'en serai honoré ». Nous levâmes rapidement le camp et nous mîmes bientôt en marche. Comme la veille, je longeais la route et je m'en sentais l'esprit clarifié. Le fou avait littéralement dévoré au petit déjeuner et paraissait presque avoir retrouvé sa personnalité d'autrefois. Il demeura sur la route, mais toujours à portée de voix, et me tint toute la journée des propos enjoués. Œil de Nuit, lui, ne cessait d'aller et venir en éclaireur de la colonne, comme d'habitude, et souvent au galop. Le temps plus clément semblait revigorer tout le monde. La pluie légère céda bientôt la place à un soleil qui jouait à cache-cache avec les nuages. Et de la terre montait une vapeur à l'odeur mouillée. Seule mon inquiétude constante pour la sécurité de Molly et la crainte assidue que Guillot et ses acolytes ne lancent un assaut contre mon esprit m'empêchaient de voir dans tout cela une belle journée. Caudron m'avait recommandé de ne pas songer à l'autre problème, de peur d'attirer l'attention du clan. Aussi portais-je ma peur comme une pierre noire et glacée au fond de moi, en me répétant que je ne pouvais rien y faire. Des pensées incongrues me traversaient sans cesse l'esprit. Je ne pouvais voir un bouton de fleur sans m'interroger. Molly s'en serait-elle servie comme parfum ou comme colorant dans son travail? Je me surpris à me demander si Buriche se débrouillait aussi bien avec une cognée de bûcheron qu'avec une hache de combat, et si cela suffirait à les sauver. Si Royal était au courant de leur existence, il leur enverrait des soldats, mais pouvait-il être au courant de leur existence sans savoir précisément où ils se trouvaient? « Arrêtez !» fit sèchement Caudron, en accompagnant son ordre d'un coup de bâton sur la tête. Je revins brusquement à la réalité. Depuis la route, le fou nous observait avec curiosité. « Que j'arrête quoi ?» répliquai-je. « De penser à tout cela. Vous savez de quoi je parle. Si vous aviez pensé à autre chose, je n'aurais jamais pu vous surprendre par derrière. Retrouvez votre discipline. » J'obéis à contre-cœur et me concentrai sur le jeu dont elle m'avait demandé la solution la veille. « Voilà qui est mieux, » me dit Caudron à mi-voix. « Et que faites-vous ici à propos ?» m'exclamai-je. « Je croyais que vous meniez les pas, astériez-vous. » Nous sommes arrivés à un embranchement de la route marqué par un autre pilier. Nous voulons que la reine le voie avant de continuer. Le fou et moi pressâmes le pas en laissant à Caudron le soin d'aller apporter la nouvelle à Ketriken. Nous trouvâmes Astérie assise sur un ouvrage en pierre, ornementé au bord de la route, tandis que les gepas broutaient voracement. Sur un grand pavage circulaire entouré d'herbes, un monolithe se dressait. On aurait pu croire qu'il serait couvert de mousse et encrouté de lichen, mais non. La pierre noire était lisse et propre, en dehors de la poussière qui avait déposé le vent et la pluie. Je restais à contempler la colonne et à en étudier les symboles, tandis que le fou en faisait le tour. Et j'étais en train de me demander si l'une ou l'autre des marques correspondait à celle que j'avais relevée sur la carte quand le fou s'écria « Il y avait un village ici autrefois !» Et il fit un large geste des bras. Je relevai les yeux et compris alors ce qu'il voulait dire. On voyait des dépressions dans l'herbe, où, plus courtes qu'ailleurs, elles devaient recouvrir d'anciennes voies pavées, une large piste rectiligne qui avait peut-être été une rue, traversait la prairie et se poursuivait sous les arbres. Des maisons et des boutiques qui l'avaient bordée, seuls restaient des chicots de pierre envahis de mousse et de plantes grimpantes. Des arbres poussaient là où des foyers avaient cuit des aliments et des gens pris leur repas.
Le fou monta sur un gros bloc de pierre pour examiner les environs. Ça a peut-être été une ville de belle taille à une époque. Sa remarque n'avait rien d'absurde. Si cette route avait été la grande voie commerciale que j'avais vue par le biais de l'art, il était tout naturel qu'une agglomération ou un marché eût surgi à chacun de ces carrefours. J'imaginais celle-ci par une belle journée de printemps, alors que les fermières y apportaient des œufs et des légumes frais, que les tisserands suspendaient leur nouvelle production, bien en vue pour appâter le chaland, que, une fraction de seconde, une foule emplit le cercle autour du pilier. La vision n'allait pas plus loin que le pavage. C'était seulement dans l'aura de la pierre noire que les gens riaient, gesticulaient et marchandaient entre eux. Une jeune fille couronnée d'une torsade de vigne traversa la presse en se retournant vers quelqu'un derrière elle. Et je suis prêt à jurer qu'elle croisa mon regard et me fit un clin d'œil. Je crus entendre qu'on m'appelait et tournai la tête. Sur une estrade se tenait une femme habillée d'un vêtement fluide qui chatoyait, comme tissé d'or. Elle portait une couronne en bois doré, décorée de têtes de coq et de plumes artistement sculptées et peintes. Son sceptre n'évoquait guère qu'un plumeau, mais elle l'agitait à gestes royaux, comme si elle proclamait quelque décret. Dans le cercle, les gens hurlaient de rire. Pour ma part, je ne pouvais quitter du regard sa peau blanche comme neige et ses yeux sans couleur. Elle me regardait en face. Astérie me gifla violemment, si fort que j'entendis craquer mes vertèbres. Je la dévisageais, stupéfait, la bouche pleine de sang à cause de ma joue entaillée par mes dents. Elle leva de nouveau son poing serré, et je compris alors que ce n'est pas une gifle qu'elle m'avait donnée. Je reculai précipitamment, en saisissant son poignet au vol. « Mais cessez donc !» criai-je furieux. « Cessez vous-même !» répondit-elle d'un ton haletant. « Et faites-le cesser lui aussi !» D'un geste plein de colère, elle indiqua le fou toujours perché sur sa pierre, figé dans une excellente imitation de statue. Il ne respirait pas, ne battait même pas des paupières. Et puis, je le vis commencer à tomber, raide comme le roc. Je m'attendais à le voir effectuer un saut périlleux à mi-chute et atterrir avec brio sur ses pieds, comme il l'avait si souvent fait quand il amusait la cour du roi subtil. Mais il s'écroula de tout son long dans l'herbe et ne bougea plus. Je restai un moment abasourdi, puis je me ruai auprès de lui. Je le pris sous les aisselles et le traînai à l'écart du cercle et de la pierre noire sur laquelle il était monté. Un obscur instinct me le fit adosser au tronc d'un chêne à l'ombre. « Allez chercher de l'eau !» ordonnai-je sèchement à la ménestrelle qui cessa aussitôt de tourner autour de moi, en me morigénant pour courir jusqu'au Gepa prendre une outre pleine. Je posai les doigts sur la gorge du fou et y sentis la vie battre régulièrement. Il avait les yeux seulement mi-clos et l'air d'un homme à moitié sonné. Je l'appelai et lui tapotai la joue, jusqu'à ce qu'Astérie revint avec l'eau demandée. Je débouchai l'outre et en fis couler un filet sur son visage ambré. Il demeura tout d'abord sans réaction, puis il eut un hoquet, recracha de l'eau par les narines et enfin se redressa brusquement. Ses yeux étaient vides d'expression. Soudain, il me vit, et il eut un sourire rayonnant. Oh, quel peuple! Quelle journée! On annonçait le dragon de Réalder, et il m'avait promis de m'emmener voler avec lui. Il fronça tout d'un coup les sourcils et promena son regard autour de lui, l'air égaré. Ça s'efface comme un rêve, et il en reste moins qu'une ombre. Je m'aperçus soudain que Caudron et Kétriken étaient arrivés, l'air de cafarder une faute. Astérie leur raconta tout ce qui s'était produit pendant que j'aidais le fou à boire un peu d'eau. Quand elle eut terminé, Kétriken avait la mine grave, mais Caudron se mit à nous invectiver. « Le prophète blanc est le catalyseur !» s'écria-t-elle d'un ton révolté. « Mieux vaudrait vous donner vos vrais noms, le fou et l'idiot. Vous ne pouviez rien faire de plus bête. Il n'a aucune formation. Comment peut-il se protéger du clan ?» J'interrompis sa tirade. « Savez-vous ce qui s'est passé ?» demandai-je. Non. Bien sûr que non. Mais je suis capable d'émettre des hypothèses. La pierre sur laquelle il se trouvait
doit être une pierre d'art, de la même matière que la route et les piliers. Et cette fois, le pouvoir de la route s'est emparé de vous deux, au lieu de n'emporter que vous. Saviez-vous que ça pouvait se produire? Je n'attendis pas sa réponse. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'en ignorais tout, répondit-elle, puis, d'un ton de remords. Je ne faisais que le soupçonner, et je n'aurais jamais imaginé que l'un de vous aurait la stupidité de peu importe. Pas le fond. Il éclata soudain de rire et se releva en repoussant mon bras. Ah, je n'ai jamais rien ressenti de tel depuis mon enfance. Cette certitude, cette puissance, Caudron! Voulez-vous entendre la parole d'un prophète blanc? Alors écoutez et réjouissez-vous comme je me réjouis. Non seulement nous sommes à l'endroit où nous devons nous trouver, mais nous sommes aussi au moment où nous devons y être. Toutes les circonstances coïncident. Nous nous rapprochons sans cesse du centre de la toile, toi et moi. Il me prit soudain la tête entre les mains et appuya son front contre le mien. Nous sommes même ceux que nous devons être. Il me lâcha brusquement et s'éloigna en pirouettant. Il effectua le saut périlleux que j'avais attendu plus tôt, atterrit sur ses pieds, fit une profonde révérence et se remit à éclater d'un rire exultant. Nous le regardions tous, ahuris. Vous êtes en grand danger, lui lança Caudron d'un ton sévère. Je sais, répliqua-t-il, sur un ton presque sincère. Puis il ajouta. Je vous l'ai dit, nous sommes exactement là où il nous faut être. Il se tut un instant et me demanda tout à trac. As-tu vu ma couronne? N'était-elle pas magnifique? Je me demande si j'arriverai à la refaire de mémoire. J'ai vu la couronne au coq, répondis-je avec circonspection. Mais je n'ai aucune idée de la signification de tout cela. Non? Il pencha la tête de côté en me regardant, puis sourit d'un air apitoyé. Oh, Fitsune, je te l'expliquerais si je le pouvais. Ce n'est pas que je veuille faire des mystères, mais ces secrets-là défient les simples mots. Ils sont plus qu'à moitié ressentis. On sent leur justesse. Peux-tu me faire confiance en cela? Tu as retrouvé ton entrain, fis-je, stupéfait. Je n'avais plus vu ses yeux briller ainsi depuis le jour où il avait fait hurler de rire le roi subtil. Oui, répondit-il avec douceur. Et quand nous en aurons terminé, je te promets que tu l'auras retrouvé toi aussi. Les trois femmes, qui se sentaient exclues, nous regardaient d'un œil noir. Devant l'indignation d'Astérie, l'air de reproche de Caudron et l'exaspération de Kétriken, je ne pus retenir un grand sourire béat et, derrière moi, j'entendis le fou glousser. Et nous eûmes beau faire, et il nous fut impossible d'expliquer à leur complète satisfaction ce qui s'était exactement passé. Ce ne fut pourtant pas faute d'essayer. Kétriken sortit les 2 cartes en notre possession et les consulta. Puis, Caudron exigea de m'accompagner quand j'emportais la mienne afin de comparer les symboles que j'y avais notés avec ceux du pilier. Nombre d'entre eux étaient semblables, en effet, mais le seul que Kétriken reconnut fut celui qu'elle avait déjà désigné. Pierre. Quand je proposais sans enthousiasme de vérifier si la colonne me transporterait comme l'avait fait l'autre, Kétriken s'y opposa fermement, et, à ma grande honte, je dois avouer que j'en fus soulagé. Nous avons entamé cette aventure ensemble, et je compte bien que nous la finirons ensemble, déclara-t-elle d'un air sombre. Je le savais, elle nous soupçonnait, le fou et moi, de lui cacher quelque chose. Que conseillez-vous dans ce cas? Lui demandai-je d'un ton humble. Ce que j'ai suggéré dès le début, que nous suivions cette vieille route qui s'en va sous les arbres. Apparemment, elle correspond à celle qui est marquée ici. Il ne devrait pas nous falloir plus de 2 jours pour en atteindre l'extrémité, surtout en nous mettant en marche de tout de suite. Et, sans autre forme de procès, elle se leva et fit avancer légers pas d'un claquement de langue. Celui de tête obéit aussitôt, et les autres suivirent docilement. La reine les conduisit sur la route à longue enjambée régulière. Eh bien, en avant tous les deux, fit sèchement Caudron, en s'adressant au fou et à moi. Elle brandit son bâton, et j'eus l'impression qu'elle eût bien aimé pouvoir s'en servir sur nous comme d'une badine pour ramener un mouton égaré.
mais nous emboîtâmes le pas au Gepa sans discuter, Astérie et Caudron derrière nous. Ce soir-là, le fou et moi quittâmes l'abri de la tente pour accompagner Œil de Nuit. Caudron et Kétriken trouvaient l'idée peu avisée, mais je les avais assurés que nous serions des plus prudents. Et le fou avait promis de ne pas me perdre de vue. Caudron avait levé les yeux au ciel, mais n'avait rien dit. À l'évidence, on nous soupçonnait toujours d'idiotie congénitale. Pourtant, on ne nous avait pas empêchés de sortir. Astérie observait un silence boudeur, mais, comme nous n'avions pas eu de mots, je supposais que son humeur ne me concernait pas. Comme nous nous éloignions du feu, Kétriken dit à mi-voix « Veille sur eux, loup !» Et Œil de Nuit lui répondit en agitant la queue. Il nous fit rapidement quitter la route herbue pour nous emmener dans les collines boisées. L'ancienne voie s'enfonçait régulièrement dans une région de plus en plus arborée, et les bois dans lesquels nous nous déplacions étaient composés de bouquets de chênes séparés par de vastes prairies. Je distinguais des traces de sangliers, mais nous n'en rencontrâmes aucun, à mon grand soulagement. En revanche, le loup chassa et tua 2 lapins qu'il daigna nous laisser porter. Comme nous regagnions le camp en faisant un détour, nous tombâmes sur un ruisseau à l'eau douce et glacée. Du cresson poussait en abondance le long de ses rives. Le fou et moi pêchâmes à la main jusqu'à ce que nous eussions les mains et les bras engourdés du froid. Alors que je sortais un dernier poisson de l'eau, il éclaboussa de sa queue de loup qui, ravi, fit un bond en arrière. Puis claqua des mâchoires en une feinte réprimande. Par jeu, le fou prit de l'eau dans le creux de ses mains et la jeta sur lui. Œil de Nuit sauta en l'air pour attraper les gouttes scintillantes. Quelques instants plus tard, nous nous amusions comme des fous à nous asperger mutuellement, mais je fus le seul à dégringoler dans le ruisseau quand le loup se jeta sur moi. Le fou et Œil de Nuit me regardèrent d'un air hilar sortir de l'eau, dégoûtant et transi de froid, et je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. J'étais incapable de me rappeler quand j'avais ri pour la dernière fois d'un événement aussi bête. Nous rentrâmes tard au camp, mais avec une bonne provision de viande, de poisson et de cresson. Un petit feu accueillant flambait devant la tente. Caudron et Astérie avaient déjà préparé du gruau. Cependant, devant la nourriture fraîche, Caudron s'offrit à refaire de la cuisine. Pendant qu'elle s'activait, Astérie ne me quitta pas des yeux, jusqu'au moment où je lui demandai d'un ton agacé « Qu'y a-t-il ? Pourquoi êtes-vous trempé ? » « Ah ! Œil de Nuit m'a poussé dans le ruisseau où nous avons pêché. » En me rendant à la tente, je donnai au passage un petit coup de genou au loup. Il fit mine de me mordre la jambe. « Et le fou aussi est tombé ? » Nous nous sommes amusés à nous asperger, avouai-je, avec un sourire forcé, qu'elle ne me rendit pas. Elle émit au contraire un grognement de dédain. Je haussai les épaules et pénétrai dans la yourte. Occupé à étudier sa carte, Kétriken leva les yeux mais ne fit pas de réflexion. Je fouillai dans mon paquetage et finis par trouver des vêtements secs, sinon propres. Profitant de ce que la reine avait le dos tourné, je me changeai rapidement. Nous avions tous pris l'habitude de nous accorder mutuellement une forme d'intimité, qui consistait à ne pas tenir compte de ce genre de choses. Fitz-chevalerie, fit-elle tout d'un coup d'un ton qui exigeait toute mon attention. J'enfilai ma chemise et la boutonnai. Oui, ma reine. Je m'agenouillai auprès d'elle en pensant qu'elle souhaitait me consulter à propos de la carte. Mais elle la posa à côté d'elle et se tourna vers moi. Ses yeux bleus se plantèrent dans les miens. Nous formons un petit groupe et nous dépendons chacun les uns des autres, me déclara-t-elle de but en blanc. Toute friction au sein de notre compagnie fait le jeu de notre ennemi. Comme elle n'ajoutait rien, je pris mon ton le plus humble. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela. Elle soupira en secouant la tête. Je le craignais. Et j'ai fait peut-être plus de mal que de bien en parlant. Astérie se tourmente de vos attentions envers le fou. J'en demeurai quoi ? Le regard bleu de Kétriken me transperça, puis elle détourna les yeux.
Elle est persuadée que le fou est une femme et que vous avez eu un rendez-vous galant avec lui ce soir. Elle est chagrinée que vous la dédaigniez si complètement. Je retrouvai l'usage de la parole. Madame Reine, je ne dédaigne pas maîtresse Astérie. Sous le coup de l'indignation, j'avais pris un ton formaliste. En vérité, c'est elle qui évite ma compagnie et maintient une distance entre nous depuis sa découverte que j'ai le vif et que j'entretiens un lien avec le loup. Respectant son désir, je n'ai pas cherché à lui imposer mon amitié. Quant à ses affirmations sur le fou, vous devez sûrement les trouver aussi ridicules que moi. Vraiment? Me demanda Ketriken d'une voix douce. Tout ce que je puis dire avec certitude, c'est que ce n'est pas un homme comme les autres. Je ne vous contredirai pas là-dessus, répondis-je. Il est unique parmi tous les gens que je connais. Ne pouvez-vous manifester un peu de gentillesse à la ménestrelle, fille de chevalerie? Fit tout à coup Ketriken. Je ne vous demande pas de la courtiser, seulement de l'empêcher de se ronger de jalousie. Les lèvres serrées, je fis taire mes sentiments et m'efforçai de trouver une réponse courtoise. Ma reine, je lui offrirai mon amitié comme je l'ai toujours fait. Néanmoins, ces derniers temps, elle n'a guère manifesté qu'elle voulut l'accepter, sans parler d'aller plus loin. Mais sur cette question, je ne la dédaignerai pas davantage que tout autre. Mon cœur est déjà pris. Il n'est pas plus juste de prétendre que je dédaigne Astérie que d'affirmer que vous me dédaignez parce que votre cœur est plein de mon Seigneur vérité. Ketriken me lança un regard curieusement surpris et parut troublée un instant. Puis, elle baissa les yeux sur la carte qu'elle tenait encore. C'est bien ce que je craignais. Je n'ai fait qu'empirer les choses en vous en parlant. Je suis si fatigué, Fitz. Le désespoir ralourdit sans cesse mon cœur, et voir Astérie malheureuse est comme du sable frotté contre ma peau à vif. Je ne cherchais qu'à régler la situation entre vous. Pardonnez-moi si je me suis ingéré dans vos affaires. Mais vous êtes encore un jeune homme avenant, et ce n'est pas la dernière fois que vous aurez de tels soucis. Avenant? J'éclatai d'un rire à la fois incrédule et amer. Avec cette tête balafrée et ce corps délabré? Un de mes cauchemars est que, lorsque Molly me reverra, elle se détourne de moi avec horreur. Avenant. Je baissai la tête, la gorge soudain trop serrée pour parler. Mon ancien aspect ne me manquait pas trop, mais je redoutais que Molly ne dût un jour poser les yeux sur mes cicatrices. Fitz, dit Ketriken d'une voix douce, d'une voix d'amie, et non plus de reine. En tant que femme, je vous affirme que, malgré vos cicatrices, vous êtes loin du monstre que vous vous croyez. Vous êtes encore un jeune homme avenant, par des aspects qui n'ont rien à voir avec vos traits physiques. Et si mon Seigneur vérité n'emplissait pas mon cœur, je ne vous dédaignerais pas. Elle tendit la main et fit courir ses doigts frais sur la vieille balafre de ma joue, comme si son contact pouvait la faire disparaître. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, écho de la passion de vérité, amplifiée par ma gratitude pour ses paroles. Vous méritez bien l'amour de mon Seigneur, dis-je gauchement, le cœur prêt à éclater. Oh, ne me regardez pas avec ces yeux, répondit-elle d'un ton douloureux. Elle se leva soudain, la carte plaquée sur sa poitrine comme un bouclier, et sortit.